Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des deux émissions que nous consacrons à la coproduction conditionnée dans la tradition du bouddhisme ancien, qui nous explique que rien n'est sans cause et rien n'est sa propre cause. Ce terme, souvent mal compris, peut prêter à confusion. Quel est alors le mécanisme de la coproduction conditionnée? Pourquoi est-il central dans le bouddhisme? Comment l'appréhender? Nous retrouvons pour en parler notre invité Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous pratiquez le bouddhisme depuis plus de 30 ans, je crois, dans la tradition Theravada, et vous êtes actuellement le directeur de l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la coproduction conditionnée est absolument centrale dans la doctrine du bouddhisme? Pourquoi est-ce qu'elle est essentielle? Parce que c'est l'enseignement le plus innovant du Bouddha. En fait, c'est ce qui va singulariser l'enseignement bouddhique, c'est la particularité du Bouddha dans le contexte indien de son époque, mais aussi par rapport à toutes les religions qu'on trouve aujourd'hui dans le monde. C'est un enseignement qui est spécifique au bouddhisme et qui marque vraiment son originalité. Alors ça, on peut le voir dès la traduction que l'on en fait en sanskrit, qui est assez révélatrice. Comment est-ce qu'on traduit ce terme ? Alors le terme sanskrit est un petit peu compliqué, précisément c'est pratitya samutpada. On va commencer par le deuxième terme, sam utpada. Utpada, ça veut dire apparaître, apparition. Sam, on pourrait le traduire par ensemble, avec ou simultanément. Et pratitya, c'est une forme complexe qui veut dire qu'un certain nombre de choses viennent ensemble, en fonction les unes des autres, se réunissent en fonction les unes des autres. Et donc quand on a l'intégralité du mot, ça veut dire que quelque chose est produit, apparaît simultanément à un concours de circonstances, à un concours de conditions qui, concourt au sens de venir ensemble. Voilà, c'est un peu l'idée générale du terme. Donc du point de vue savant, on traduit par coproduction, conditionnée ou conditionnelle. Et donc, ce qui veut dire que toutes les conditions sont nécessaires. Il ne peut pas en manquer une. Voilà, c'est ça l'idée principale du Bouddha, en fait, c'est de dire que il n'y a pas une cause qui produit un effet. Il y a un ensemble de conditions qui produisent de multiples effets. Et donc, à chaque fois qu'on considère un phénomène en particulier, il n'a pas une seule cause comme on l'envisage le plus souvent, mais tout un ensemble de conditions qui concourent à l'apparition de ce phénomène-là. Donc ça veut dire aussi que tout ce que nous appréhendons en tant que phénomène, parce que ce qu'on appelle un phénomène, en fait, c'est ce que l'on peut appréhender par les sens. Les sens physiques, mais aussi le sens mental. Une idée, par exemple, un concept, c'est aussi un phénomène pour le bouddhisme. Eh bien, tous ces phénomènes-là n'existent pas en eux-mêmes, ils n'existent pas de toute éternité, ils sont des productions, et les productions d'un ensemble de conditions. Mais alors pourquoi est-ce que ce terme est finalement assez trompeur, notamment dans notre vision occidentale? Il y a souvent une certaine confusion qui règne autour de ça. Alors le problème, c'est bien souvent quand à la place de ce terme un peu trop savant de coproduction conditionnée, on utilise l'expression de interdépendance. Le problème de l'interdépendance, c'est qu'on imagine une dépendance mutuelle des choses. C'est-à-dire qu'un élément A a une influence sur l'élément B et réciproquement, l'élément B a une influence sur l'élément A. C'est ça l'idée d'interaction ou d'interdépendance. C'est pas à l'origine ce que veut dire l'expression de coproduction conditionnée. Coproduction conditionnée, ça veut dire qu'il y a un ensemble de phénomènes qui se réunissent, qui provoquent l'apparition d'un autre phénomène. Mais ce phénomène-là n'agit pas sur les phénomènes qui l'ont conditionné. Donc il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Donc ça, c'est l'idée vraiment de base de l'enseignement bouddhique, cet enseignement très original, l'enseignement des conditions qui provoquent l'apparition d'un phénomène. Alors je crois que vous avez un exemple très parlant, qui est celui du pommier notamment. Est-ce que vous pouvez nous... Oui, j'utilise ça souvent pour essayer de faire comprendre aux Occidentaux, pour essayer de leur montrer que la loi de coproduction conditionnée, c'est pas la loi de cause à effet. Là aussi, on emploie parfois cette expression-là par simplification, et c'est un petit peu dommage. L'idée, si vous voulez, c'est que quand on voit un pommier, on se dit, ben voilà, c'est le résultat d'un processus, et ce processus, il a comme point d'origine la graine,
le pépin de pomme. Donc le pépin serait la cause et le pommier serait l'effet. Et on a l'idée d'une évolution linéaire d'une cause qui produit ensuite un effet. Et si on voit les choses à la lumière de l'enseignement bouddhique, eh bien on peut se rendre compte qu'en fait ce pommier-là ne peut pas s'expliquer par la seule graine, par le seul pépin de pomme. Parce que ce pépin de pomme, il a besoin de la terre pour pouvoir germer. Il a besoin de la pluie, il a besoin de la lumière du soleil, il a besoin de la chaleur, d'une certaine température. Il a besoin même, pour pouvoir être fécondé, devenir un pommier fructifié, il a besoin des abeilles qui vont aller de fleur en fleur, etc. Donc c'est cet ensemble de conditions-là qui finalement interviennent pour que nous ayons un pommier aujourd'hui devant nous. Et la deuxième idée aussi qui est importante dans le bouddhisme, c'est de dire que à chaque instant de ce que nous prenons pour une évolution, en fait, les conditions vont changer, il va y avoir des conditions multiples qui à chaque instant vont changer, et qu'en fait on n'a pas un phénomène qui évolue, mais on a une succession de phénomènes qui se suivent les uns les autres chronologiquement. Et donc ce n'est pas une graine qui devient un pommier, mais c'est une graine qui, soumise à des conditions, devient ce que nous appellerons un germe, qui devient ce que nous appelons une pousse, qui devient un arbrisseau, qui devient un arbre, qui devient un arbre fructifiant, qui devient un pommier avec des pommes, etc. Et à chaque fois, en fait, on a autant de phénomènes qu'on a d'instants, et les conditions, à chaque fois, sont différentes. Pour reprendre l'exemple de mon abeille, l'abeille est une condition nécessaire, mais pas suffisante, mais à un seul moment de cette progression-là. Ce n'est pas dès le début, ce n'est pas juste à la fin, c'est juste au moment où les fleurs doivent être fructifiées. Mmh. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un autre exemple, je ne sais pas, qui pourrait être nos états d'âme? Il y a la loi générale de coproduction conditionnée qui concerne tous les phénomènes. Et parmi tous ces phénomènes, il y a ce phénomène bien particulier qu'on appelle moi. Moi-je. Donc pour le Bouddha, et pour les bouddhistes depuis, heureusement, ce moi n'est pas existant en soi. Ce n'est pas quelque chose qui est donné de toute éternité. En fait, c'est une idée qu'on se fait de soi-même, et cette idée qu'on se fait de soi-même, elle dépend, elle aussi, de conditions. La preuve, elle est assez facile à considérer, c'est que tout au long de notre vie, nous nous considérons différemment. Donc nous avons une idée de nous-mêmes qui est différente entre le petit bébé qui n'a pas encore de concept, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, le vieillard. Bien évidemment que l'idée que nous avons de nous-mêmes est très différente d'un instant à l'autre. Et à chaque fois, donc si on replace cette idée de coproduction conditionnée dans l'enseignement sur le moi du bouddhisme, on dira qu'il y a 5 éléments principaux sur lesquels on se fonde pour construire cette idée de moi. Donc ces 5 éléments sont les conditions minimum de construction du moi. Donc il y a l'aspect physique, la façon dont nous nous reconnaissons dans un corps, et là aussi notre vision de nous-mêmes peut changer de façon extrêmement dépendante des circonstances. Il suffit de penser, quand on se regarde dans la glace, on voit un bouton, eh bien ça a beau être sa propre peau que l'instant d'avant on considérait comme soi-même, du fait que ça prenne la forme d'un bouton, on considère que c'est plus soi. Voilà. Et puis il y a toutes nos émotions, toutes nos opinions, tous nos sentiments, etc., qui participent aussi de cette construction, donc qui est conditionné par tous ces éléments-là qui changent de façon extrêmement rapide à tout instant. Et est-ce que le Bouddha s'est exprimé sur ce sujet de la coproduction conditionnée? Alors c'est l'enseignement central du Bouddha. Donc dès les textes les plus anciens, on retrouve cet enseignement. Alors il y a connu une évolution au fil des siècles. Il y a les textes les plus anciens où on parle donc de cette condition. Le Bouddha s'oppose en fait à ses contemporains qui enseignent la cause unique et la cause passée. Donc pour reprendre ce que je disais juste avant, la cause unique, ce serait cette idée que le pommier est dû juste au pépin de pomme et qu'on oublie toutes les autres conditions. Donc ça c'est la première chose. Et puis la cause passée, c'est de dire, voilà encore, le pépin est résultat, est l'origine du pommier qui apparaîtra 15 ans ultérieurement. Donc on pose comme condition d'apparition de ce pommier une cause qui aurait 15 ans d'âge. Or pour le Bouddha, non. La cause de ce pommier actuel, c'est les conditions qui sont juste avant. C'est cette idée qui est rendue par le Sam, dans Pratika Sam Utpada, que j'ai dit tout à l'heure, qu'on peut interpréter comme simultané. En fait, voilà, à chaque instant, les conditions sont juste présentes et c'est celles-ci qui influent
l'événement qui va se produire. Donc on a un phénomène différent à chaque fois. On n'a pas un phénomène qui évolue. On a des phénomènes qui sont totalement différents les uns des autres, mais le phénomène actuel n'aurait pas pu se produire sans le phénomène précédent. Lui-même n'aurait pas pu se produire sans le phénomène précédent. Donc on peut remonter jusqu'au pépin de pomme. Mais le pépin de pomme, c'est pour ça qu'on dit qu'il conditionne le pommier. Il n'est pas la cause, il est juste une des conditions. Mais en vous écoutant, on pense forcément à cette notion de karma. Quel est le lien concrètement ? Alors là, effectivement, il va y avoir des différences dans les écoles bouddhiques. Si on se réfère aux textes anciens, le karma est soumis à la loi de coproduction conditionnée comme tous les autres phénomènes. Donc un karma est une condition d'apparition de ce qu'on appelle le fruit du karma. Mais c'en est qu'une parmi d'autres. Si je prends l'exemple d'un sentiment désagréable que je vais comprendre comme résultat d'un karma antérieur, eh bien, ce karma antérieur, c'est un état d'esprit négatif que j'ai cultivé pendant toute une série d'événements successifs qui m'ont donné l'habitude de ressentir les choses de façon négative. Donc c'est un phénomène répétitif. C'est un phénomène répétitif. En fait, c'est ça qui va être important pour le Bouddha, parce que si l'on est dans cette idée que la condition est une cause immédiate, on ne peut pas accuser une pensée qui vient d'une vie antérieure ou même de mon enfance par rapport à maintenant. En fait, si j'ai cet état d'esprit négatif qui apparaît, bon, c'est parce que je suis en contact avec quelqu'un qui a fait quelque chose de déplaisant, parce que je suis fatigué, parce que j'ai mal mangé. Donc ça, c'est les conditions extérieures. Mais il y a la condition interne que j'ai pris une habitude mentale, que j'ai ce qu'on appelle une tendance négative. Et c'est cette tendance qui, par sa répétition, un beau jour, va trouver les conditions extérieures favorables pour donner naissance à ce fruit qui va être désagréable pour moi. Et c'est valable aussi dans l'autre sens pour les choses positives. C'est quand les conditions favorables sont réunies, si j'ai cultivé un état d'esprit positif, alors cet état d'esprit positif va rencontrer les conditions extérieures qui permettent de créer une situation mentale agréable. Donc on verra plus en détail la semaine prochaine comment effectivement le fait de comprendre cette coproduction conditionnée peut influer sur notre pratique. Mais pour conclure, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que finalement on vit dans une réalité un peu conventionnelle ? Vous parliez tout à l'heure du statut du bébé, de l'enfant, du vieillard. Ce ne sont que des étiquettes finalement, non ? Oui, parce que c'est ça aussi que met en cause le Bouddha, c'est qu'à chaque fois que nous faisons une idée de moi ou une idée des phénomènes, parce que c'est le même principe, on donne une étiquette qui donne l'idée d'une permanence des choses. Et donc, en fait, quand on appelle une table, on ne voit pas que d'instant en instant ou de moment en moment, elle peut être différente. Quand on donne un nom à une personne, c'est pareil. On ne voit pas ce qui peut la différencier d'instant en instant en fonction des conditions. On se fixe sur l'idée qu'on se fait d'elle à travers cette étiquette-là. Et l'exemple des différents noms qu'on se donne à soi-même au fur et à mesure de l'âge est très symptomatique de ce point de vue-là, parce que à quel moment finalement le bébé devient un enfant ? À quel moment l'enfant devient un adolescent ? C'est purement conventionnel. Or là, on a bien des phénomènes successifs, et à un moment, par convention, on a décidé que quand un certain nombre de conditions sont réunies, on ne parle plus d'un enfant, on parle d'un adolescent, on ne parle plus d'un adolescent, on parle d'un adulte. Et la question peut se poser ultimement, on parle d'un être vivant, on parle d'un être mort. Donc c'est toute la question de quand est-ce qu'on est mort. La science nous donne une réponse, le bouddhisme en donne une autre. Parce que conventionnellement, il ne s'appuie pas sur les mêmes conditions d'attribution de ce nom. Merci beaucoup, Dominique Trottignon. Je vous en prie. Avant de nous quitter, je vous propose quelques ouvrages. Tout d'abord, le deuxième tome du Sutta Pitaka, appartenant au canon pali, le Digha Nikaya, traduit et commenté par Mohan Vijayaratna, publié chez Lys Éditions. La doctrine bouddhique de la Renaissance par le vénérable Narada Thera, publié par la librairie d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve. Et enfin, la coproduction conditionnée transcendante de Bhikkhu Bodhi, distribuée par le Refuge. Une émission que vous pouvez revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Je vous souhaite un très beau dimanche. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette émission.